La femme a toujours eu un rôle particulier, si ce n'est de premier plan, dans la politique, comme en témoigne la participation de Malika Fassi lors de la lutte pour l'indépendance. La Moudouana, arrivée en 2003-2004, a insufflé un nouvel élan émancipatoire de la cause féminine, et ce, à l'égard de la donne internationale et des aspirations démocratiques. Quand on parle de la participation politique de la femme au Maroc, d'abord il faut faire la distinction entre c'est-à-dire, la femme comme acteur politique, c'est-à-dire qui participe dans ce qu'on appelle la politique instituée, comme c'est-à-dire, acteur politique actant, soit dans les organes de la prise de décision, soit dans les organes de participation à la prise de la décision. Donc, on constate que la femme, depuis, si on parle sur la longue durée, donc la femme marocaine a quand même a su, il s'est imposé comme acteur sur la scène politique marocaine, même si ça reste encore très loin soit des ambitions des femmes, soit, c'est-à-dire au niveau effectif de poids des femmes sur la scène politique marocaine. Des spécialistes qui travaillent un peu sur la question, ou soit les femmes militantes, mettent en avant qu'ils sont contraints dans l'exercice quotidien de la politique à des contraintes qui ne sont pas pareilles que les hommes. Par exemple, on dit souvent que la politique se fait dans des bars au lieu de parlement ou dans les sièges des partis politiques, et que les femmes, donc, ils n'ont pas accès à ces lieux. D'un autre côté, on trouve que la femme elle est très impliquée sur la scène politique, notamment, c'est-à-dire sur le terrain. Il y a des femmes qui sont impliquées, qui travaillent au quotidien. Il y a un travail de proximité, surtout pour certains partis politiques, notamment les partis islamistes comme le PJD, donc les femmes du parti islamiste, ou aussi les femmes de l'Adl Ihsan qui font un travail de proximité au quotidien dans les quartiers des grandes villes au Maroc. Et aussi, d'autre part, il y a des femmes aussi qui sont très engagées dans la vie associative, notamment dans le cadre des associations de droits de l'homme, ou les associations qui défendent les droits des femmes, ou aussi dans d'autres domaines donc, qui ont relation avec la politique d'une manière ou d'une autre. Donc, bien sûr, il y a aussi des femmes qui sont présentes dans d'autres organes de décision qui ne sont pas forcément, c'est-à-dire directement peut-être des acteurs politiques ou des militants des partis politiques, mais aussi qui jouent un rôle très important dans la prise de décision. C'était déjà un pas en avant de voir des femmes qui déjà à partir des années 30, donc des femmes qui ont bénéficié, ils ont eu la chance de scolariser, surtout dans les écoles créées par les nationalistes. Et on a donc assisté à la première génération de femmes intellectuelles, journalistes, mais aussi des femmes qui ont participé aussi dans les sections féminines de partis nationalistes comme Hizb al-Istiqlal ou Hizb al-Shura al-Istiqlal. Donc on a certains noms qui se distinguent comme Malika Fassi et d'autres. Donc on va assister aussi à la première génération des femmes journalistes ou aussi écrivains. Mais donc la critique qui a été faite, mais qui a été faite peut-être aux historiens de mouvements nationalistes, qui n'ont pas donné une grande place donc à la femme, même s'il y a certains qui disent que la femme avait participé même au mouvement de résistance, au premier mouvement de résistance armée.
mais on trouve pas, on met pas trop l'accent sur ces femmes-là. Ils sont généralement des anonymes et on se contente juste un peu de raconter leur rôle, qu'ils étaient de second plan, donc des femmes qui aidaient les résistants, qui jouaient le rôle, par exemple, de relais, de transporter des armes ou d'aider les combattants à laver leurs vêtements, à leur préparer à manger. Donc elle restait toujours dans son rôle traditionnel de femme de foyer. Pour certains, l'émancipation de la femme, le signe de cette émancipation venait aussi de Sultan Mohammed Ben Youssef à l'époque et de ses filles. Donc, pour une première fois, donc, on voit l'une de ses filles qui a parlé, donc, qui a fait un speech devant le public. Et sur les photos de la famille royale, donc, on voyait ces filles en costume moderne. J'ai en mémoire que nous avons, jusqu'à 1993, il y avait 0 femme au Parlement. Bon, l'indicateur femmes dans les parlements est un indicateur très intéressant parce qu'il nous permet de comparer sur l'ensemble des pays. Nous avons une base de données qui est régulièrement mise à jour par l'Union interparlementaire. Donc à chaque instant, on peut savoir où nous en sommes. Nous sommes classés aujourd'hui 80e à peu près sur un ensemble de un peu plus de 150 pays. Et ça nous permet de savoir quand on recule, quand on avance et où en sont les autres pays. Donc si on revient en arrière, en 1993, on était à 0. Entre 1993 et 2002, on a eu 2 femmes simplement au Parlement, ce qui équivaut presque à 0, disons. On était à 0,5%. Et ce n'est qu'en 2002, pour la première fois, qu'on a pu avoir 35 femmes au Parlement. Donc 2002, c'est très court, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans exactement que nous n'avons pu arriver là qu'après un grand combat qui a été mené par le mouvement féminin pour attirer l'attention et pour dire jusqu'à quand est-ce que les femmes vont rester en dehors de l'institution parlementaire. Et moi, j'ai eu le privilège de faire un monitoring de cette situation à travers mon expérience personnelle, puisque j'ai été candidate à toutes les élections depuis 1976. 1976, c'était les premières élections après la période de l'état d'exception où on a eu une interruption sans élection. 1976, c'était les élections municipales. Et il y avait alternativement élections municipales, élections législatives, élections municipales, législatives, etc. Donc j'ai été candidate la première fois aux municipales. Il me manquait juste une dizaine de voix pour être élue. 1977, j'étais candidate aux législatives. J'étais la seule femme candidate à Casablanca, dans tout Casablanca. Dans tout le Maroc, il n'y avait que 8 femmes qui étaient candidates. Mais on m'avait vraiment ri au nez en me disant « Mais tu es folle, tu imagines que tu vas comme ça te présenter aux élections législatives, mais il n'y a que les grandes personnalités qui arrivent à se présenter aux élections législatives. » Donc je passais pour une ambitieuse, une folle, enfin quelque chose. Et pour moi, l'objectif était pédagogique de montrer que les femmes avaient légitimité à courir, à briguer un poste au Parlement parce que c'était un droit. Je n'ai pas été élue, bien sûr, puis j'ai continué à me présenter la 3e fois, la 4e fois, la 5e fois, la 6e fois. Ce n'est que la 7e fois, en 1997, que j'ai été élue municipale. Mais c'était parmi 0,34% de femmes au Parlement. Donc 1997, ça fait exactement 20 ans. Ça fait exactement 20 ans. Vous imaginez donc, il y a 20 ans, il y avait 0,34% de femmes dans les conseils municipaux. Et parallèlement à ce parcours-là, on faisait une action dans la société civile, une action très importante, pour mobiliser les femmes, pour les encourager à se présenter et aussi pour appeler à un changement des lois pour qu'on puisse effectivement avoir un quota qui permette aux femmes d'arriver au poste de responsabilité et de décision. Donc en 2002, il y a eu 35 femmes élues et j'ai été parmi ces femmes élues. Et mon hypothèse, ou ma thèse que je vérifie concrètement, c'est que chaque fois que les femmes sont absentes du Parlement, les lois qui les concernent sont totalement à leur détriment et leurs droits sont totalement absents. Et quand il n'y a eu que 2 femmes au Parlement, on a eu quelques frémissements, on a eu quelques petites réformes
qui ont intervenu, minhum, une petite réforme du Code de la famille, du Code du statut personnel qui a été qualifié de réformette, mais qui était quand même, qui a fait un petit peu, qui a montré que le Code de la famille n'était pas sacré. Minhum, en 93, il y a eu également la ratification de la Convention pour l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes. C'était un petit changement. Et puis il y a eu des petits changements comme l'autorisation du passeport. Avant, la femme avait besoin d'autorisation de son mari pour avoir le passeport. Moi-même, j'ai dû demander l'autorisation à mon mari pour avoir le passeport, alors que c'était aberrant, et pour le commerce, etc. Et en 2002, quand il y a eu 35 femmes au Parlement, c'est là qu'il y a eu les grandes réformes. Bien sûr, ce n'est pas dû simplement au fait que les femmes étaient au Parlement, c'est dû aussi au leadership de Sa Majesté le Roi qui est arrivé sur le trône avec une vision très progressiste et égalitaire pour ce qui concerne les femmes. Donc, dans son premier discours, il a traité de la question de l'impact de la marginalisation des femmes sur le développement du pays. Et donc, c'est là qu'on a eu le Code de la famille, les politiques publiques en matière de lutte contre la violence à l'égard des femmes, enfin qu'il y a eu la budgétisation sensible au genre, qu'il y a eu tout un ensemble de politiques publiques qui étaient en faveur de l'égalité. Alors aujourd'hui, nous sommes à 21% au sein du Parlement. Il y a 81 femmes qui sont élues au Parlement. C'est bien mieux, bien sûr, que ceux où nous en étions avant, c'était un grand progrès, mais c'est en même temps très frustrant parce que nous étions en droit d'attendre beaucoup mieux, parce qu'il y a la Constitution qui fait obligation à l'État d'agir pour la parité. Aujourd'hui, nous avons la Constitution qui consacre dans son article 19 l'égalité dans tous les droits et qu'elle a recommandé même de mettre en place une haute instance pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discrimination. Eh bien, nous n'en sommes pas encore là, parce qu'il y avait un quota qui a permis l'accès de 10% de femmes au Parlement en 2002. C'était la première fois où ça a été appliqué avec le gouvernement de Saad Ahmed Yousfi. Et depuis, nous n'avons pas tellement développé cet outil, dans la mesure où aujourd'hui, nous avons au niveau du Parlement 81 femmes, 81 femmes au niveau du Parlement sur les à peu près 395. Donc on est loin du 1/3 qui est la masse critique et on est encore beaucoup plus loin de 50%. L'une des entraves fondamentales aussi, c'est le fait de vivre dans une société patriarcale sexiste. Donc le patriarcat qui est un système de domination tout azimut du masculin sur le féminin, que ce soit culturel, économique, social, politique, fait que les femmes ne sont pas tout à fait rassurées de s'engager. Troisième chose qui aurait pu aider, ce sont les manuels scolaires, c'est-à-dire l'image que l'on donne de la femme pour sortir justement du sexisme et dire que la femme peut aussi être dans l'espace extérieur et pas seulement à l'intérieur du foyer. Et aussi les médias qui aujourd'hui qui consacrent une certaine image de femme faible qui doit rester sous tutelle ou de femme traditionnelle, etc. Alors nous ne sommes pas contre la tradition, bien sûr, mais je pense que la femme marocaine a réussi dans beaucoup de domaines et que la politique ne peut qu'aller mieux avec la participation des femmes, surtout qu'il y a des études scientifiques de par le monde qui ont montré que les femmes sont beaucoup moins corruptibles que les hommes. Nous avons fait beaucoup de travail, de réflexion sur ces questions-là. Et je peux vous dire qu'il y a un ensemble de facteurs qui sont aussi bien d'ordre culturel, d'ordre politique, d'ordre subjectif, d'ordre objectif et d'ordre subjectif. Parce que pour ce qui est du culturel, traditionnellement, il y a un partage des rôles entre les hommes et les femmes. Aux hommes, l'espace public, et aux femmes, l'espace privé, qui considèrent que la femme est surtout faite pour s'occuper des enfants, pour s'occuper de la maison, etc. Elle est maître à domicile en quelque sorte chez elle, mais à l'extérieur, dans le domaine public, qui considère que c'est la place de l'homme. Et ça, cette culture-là, elle n'est pas présente uniquement dans la tête des hommes, elle est présente dans l'ensemble de la société. C'est-à-dire que c'est une culture dominante qui considère que si et ça, c'est une chose difficile, c'est une chose qui nécessite des qualités dont seuls les hommes peuvent disposer. Donc, moi, j'ai connu les premières sorties des femmes pour concourir aux élections. J'utilise un anglicisme en disant to run for election. Donc, pour concourir ou pour, disons, briguer
un poste aux élections et je voyais au début les gens étaient abasourdis. Nous sommes dans une société patriarcale. Pour le statut de la femme, c'est le seul cas où on fait appel au droit international, mais aussi à l'interprétation du religieux. Et l'interprétation du religieux demeure humaine, est faite par des hommes souvent misogynes. Et ça les arrange, parce que quand même, ça fait 14 siècles que les hommes profitent en long et en large de la présence à l'intérieur des foyers de femmes très intelligentes, et des fois même plus intelligentes qu'eux, mais cela a profité peut-être au foyer, mais n'a pas profité à la nation. Et c'est la raison pour laquelle, moi j'ai des exemples aussi de femmes, déjà pendant la période de la lutte pour la libération du Maroc, qui ont participé, mais malheureusement, les livres d'histoire n'en parlent pas beaucoup. Elles ont pris les armes dans le Rif, dans le Moyen Atlas, le Grand Atlas, partout, elles étaient présentes, armes à la main pour chasser les colons. Et il y en a même, il y a Malik El-Fassi qui a ratifié le Watiqat al-Istiqlal, Mutalaba al-Istiqlal. Donc en fait, les femmes ont toujours été là. Elles ont éduqué des générations d'hommes et de femmes. Et c'est la raison pour laquelle il faut donner la possibilité aux femmes d'investir l'espace extérieur, parce que la nation en profitera. Et parce que ça va aider au changement des mentalités, pas seulement des hommes, mais aussi des femmes. Les réunions politiques, souvent, ont lieu en fin de journée, après les heures de travail. Et alors, ils commencent en fin de journée avec des heures très extensives. C'est-à-dire, en général, et au Sib'a, tu commences la réunion qu'à 8 heures. Tu termines la réunion qu'à 10h, 10h30, 11h, voire on termine au café. Et les femmes ne peuvent pas se permettre de rester dehors pour de multiples raisons qu'on peut imaginer. Aussi bien la pression de la société, aussi bien qu'à l'égard du mari, aussi bien qu'à l'égard des responsabilités dans la maison, aussi bien qu'à l'égard même du harcèlement sexuel. Et bien, simplement une fille, le simple fait qu'elle se trouve dehors à 10h du soir ou dans un taxi, on considère qu'elle est de mœurs douteuses parce que, entre guillemets, si on considère que si elle se sentait, si c'était une femme, entre guillemets, respectable, elle n'a rien à faire dehors à cette heure-ci. Donc, c'est toute une pression sociale qui fait que les femmes n'arrivent pas, disons, à accomplir tout ce qu'il faut comme tâche pour pouvoir, effectivement, être bien placées pour pouvoir arriver aux élections. Il y a d'autres obstacles, comme il y a le problème de l'argent. Aujourd'hui, faire de la politique, ça coûte beaucoup d'argent. Or, les femmes sont beaucoup plus pauvres que les hommes d'une façon générale, vu les problèmes d'héritage, vu les problèmes du fait que les hommes, c'est eux qui s'occupent de faire prospérer la richesse en général, et ce n'est pas les femmes. Donc, les femmes n'ont pas les moyens, en quelque sorte, de pouvoir faire de la politique, qui nécessite de pouvoir inviter des gens, parce que, surtout dans le monde rural, les gens sont dispersés. Pour les réunir, il faut payer de l'argent, etc. Bon, pour être brève, il y a un dernier facteur, c'est le facteur subjectif, qui fait que les femmes, souvent, ne se sentent pas capables, même quand on prend une femme docteur en droit ou docteur en économie, et si vous lui proposez d'être candidate aux élections, elle va vous dire non, j'ai pas d'expérience, j'ai pas le bagage suffisant, mais vous allez prendre un homme analphabète ou avec un niveau très faible et vous lui proposez les élections, il dit le principal handicap pour l'émancipation des femmes, c'est vraiment cette société patriarcale. Ce sont ces mentalités rétrogrades, souvent misogynes. Parce que quand le nouveau statut de la famille est sorti, il était question de sensibiliser et de former les juges. Les juges, on sait très bien, ils conseillent l'homme comment faire pour... voilà. Et moi, je pense que c'est la loi qui encadre la société. La loi a un rôle pédagogique extrême. Donc il faut mettre des lois strictes où l'interprétation ne peut pas dépasser le cadre voulu. C'est-à-dire, si on veut mettre en place une loi qui applique, c'est-à-dire la justice, la vraie justice, il faut l'encadrer clairement. Il ne faut pas laisser au juge la possibilité et la latitude. Il faut des programmes. Pour la promotion du Maroc inutile, il faut des programmes pour aider les agriculteurs, pour aider les pauvres gens qui sont de plus en plus nombreux. Il faut réduire la faille sociale. Mais c'est ça ce qu'il faut faire. Il faut des lois plus des politiques qui puissent réduire cette faille sociale pour que justement l'agriculteur
ne marie pas sa petite fille parce qu'il n'a pas plu, il n'a pas les moyens, etc., etc. Donc nous avons, c'est un problème assez complexe qu'il faut prendre des différents côtés. Il faut aller vers la construction démocratique. Il faut essayer de changer les mentalités, par les lois notamment. Il faut changer l'image véhiculée par... Et surtout, il faut mettre en place des politiques qui ont pour but de réaliser la justice sociale au niveau de notre société, si on veut qu'il y en ait un peu pour tout le monde et que la polygamie baisse, que le mariage des mineurs baisse et que le divorce soit prononcé en conformité avec la loi, c'est-à-dire préserver le droit de la femme divorcée, des enfants, etc. Parce que souvent, vous avez un mari qui a beaucoup de biens, mais qui ne les déclare pas, sous conseil souvent du juge, ça paraît invraisemblable, pour qu'il puisse donner une petite pension minimale à la femme. Mais quand même, c'est une avancée parce que avant, les femmes ne pouvaient pas demander le divorce. Elles pouvaient rester 1000 ans sans divorcer. Aujourd'hui, elles peuvent. Si elles renoncent à certains des droits, elles peuvent quand même au moins obtenir leur liberté. Et la liberté, c'est la mère de tous les principes et c'est la valeur des valeurs. Et c'est fondamental d'avoir sa liberté pour après essayer d'être autonome. Il ne faut plus que les femmes pensent, comme par le passé, qu'elles sont dépendantes d'un mari. La femme doit aller vers sa propre autonomie. Et l'autonomie commence d'abord par l'éducation. C'est pour ça qu'il faut pousser les garçons et les filles à se scolariser. Et il faut les suivre dans cette scolarisation. Il faut les suivre dans une sorte de capacitation pour qu'ils puissent avoir des compétences et que demain, ils vivent de leur travail. Et pas seulement dépendre d'un bonhomme qui va envoyer ou pas envoyer la pension, etc. Parce que ce qui a libéré la femme, c'est vraiment le travail. Et le travail, pour y accéder, il faut qu'elle soit éduquée, qu'elle ait des compétences. Des avancées significatives ont permis aux femmes d'accéder à des postes de responsabilité au sein du gouvernement, notamment de Abbas el-Bassi, ou encore au sein de l'institution parlementaire. L'introduction du système des quotas a permis une avancée notoire quant à la participation effective des femmes à la vie politique marocaine. Mais écoutez, je suis la première femme élue à la tête d'un parti politique parce qu'il y a d'autres femmes qui ont créé leur parti. Mais ça n'a rien à voir parce qu'arriver à être élue par ses camarades, hommes et femmes, c'est tout un exploit. Mais je pense que ça, ce n'est pas étranger à notre parti. Pourquoi? D'abord parce que c'est un parti de gauche qui, dans son projet de société, reconnaît l'égalité de l'homme et de la femme et dit qu'il faut tout faire pour parvenir à concrétiser cette égalité. Par l'accès à l'éducation, par l'accès aux moyens de production, par la valorisation des droits de la femme et la lutte contre toutes les formes de discrimination qui peuvent la toucher. Ceci d'un côté. Deuxièmement, c'est que notre parti a eu un long parcours de lutte pour la cause féminine. Déjà, on s'est rendu compte, les militantes qui m'ont précédé dans le parti, elles se sont rendues compte que même si on appartenait à un parti de gauche, cela ne voulait pas dire automatiquement que tous les camarades étaient d'accord pour l'égalité, pour la promotion de la femme, surtout au sein du parti. Et on voyait que les instances exécutives, par exemple le bureau politique, restaient presque exclusivement masculins, avec une ou deux femmes. Le Conseil national élu au niveau du Congrès, qui est l'instance décisionnelle, c'est le Parlement du parti, en général, il ne dépassait pas 20% de représentation féminine. Donc les militantes se sont très tôt rendues compte que la priorité, même pour un parti de gauche, ce n'était pas la promotion des femmes. Ah, on va construire la démocratie et ensuite nous allons voir. Mais construire la démocratie sans les femmes, ce n'est pas possible. Donc très tôt, elles se sont organisées en sections et ensuite elles avaient créé une institution autonome et parallèle au parti. Donc elles étaient dans le parti, mais en même temps elles avaient leur institution qui s'est appelée l'UAF, l'Union de l'Action Féminine. Ce sont les militantes du parti qui l'ont créée. Et bien sûr, il y a d'autres femmes dans d'autres partis progressistes qui ont créé des associations, la DFM, la MDF, etc., qui étaient avant-gardistes et se sont dit, voilà, nous allons nous organiser pour créer vraiment un mouvement féministe au Maroc pour revendiquer tous les droits, toutes les libertés pour la femme.
La monarchie a pris le dossier en main. La monarchie a pris le dossier en main et c'est à la suite de cela qu'elle avait mis en place une commission royale. Donc cette commission était chargée d'écouter toutes les associations, toutes les sections féminines des partis, etc., pour essayer d'élaborer un projet de réforme de la Moudawana. Alors le projet finalement a vu le jour vers la fin de 2003 et ensuite il a été présenté en 2004. Je pense que c'était quelque chose de très très important parce que si on ne peut pas tout avoir en même temps, déjà avoir des acquis, le fait que le divorce soit passé aux mains des juges, le fait que la femme soit parvenue à la tutelle, une femme adulte peut se marier toute seule, c'est très important parce qu'il faut connaître les cas où vous avez une femme docteur d'État à l'âge de 38 ans qui ne peut pas se marier sans l'accord de son frère, si elle n'a pas de père, son frère, et puis 12 témoins qu'elle peut rassembler dans le quartier ou n'importe quoi. Des gens qui n'ont aucun diplôme qui vont dire oui, d'accord. Donc c'était quand même très très humiliant pour la femme. Le fait aussi que l'âge d'un enfant soit estimé à 18 ans, donc pour nous c'était très important parce qu'on estime qu'une fille et un garçon sont des enfants jusqu'à l'âge de 18 ans, donc il n'est pas question de marier des petites filles, etc. Donc pour nous c'était une entrée, bien que nous à l'époque on avait dit que ce n'était pas encore le statut démocratique, parce que pour nous il faut l'égalité totale et globale. Nous avions demandé l'abolition de la polygamie, parce que c'est une injustice très très grave commise à l'égard des femmes. Et si on regarde même dans notre histoire religieuse, on voit très bien que le prophète avait refusé que son gendre prenne une autre femme, autre que Fatima Zahra. Et il avait dit que si Ali voulait vraiment prendre une deuxième femme, il n'avait qu'à divorcer de Fatima. Donc vraiment, là, c'est comme ça. C'est ce genre de leçon qu'il faut prendre. Écoutez, moi, je pense que c'est très important. La sensibilisation est très importante. Mais pour moi, il est très important que cette sensibilisation touche aussi bien les hommes que les femmes. Parce que les femmes auront beau être très conscientes de leurs capacités, de leurs droits, etc., mais c'est les hommes qui tiennent les rênes du pouvoir. Et si les hommes eux-mêmes ne sont pas convaincus de la nécessité, de l'obligation morale et de l'obligation politique qu'ils ont à l'égard du partage du pouvoir envers les femmes, ils sont toujours dans une posture. Les femmes ne peuvent émerger dans le champ politique que s'il y a une volonté de le faire. Mais quand vous avez une femme, même hyper brillante, et qu'à côté vous avez des hommes qui peuvent être moyens ou qui peuvent être, mais qui poussent du coup de très très fort et qui exigent d'avoir des positions, parce que même, vous savez, même quand on arrive à 21% de femmes au Parlement, mais regardez un petit peu plus loin. Regardez au niveau de la présidence du Parlement. Est-ce qu'il était question d'avoir une femme? Il n'en était même pas le début d'imaginer que ça puisse être possible qu'on mette une femme à la tête du Parlement. Mais tenez les vice-présidents du Parlement. Vous croyez que les femmes... Bon, je n'ai pas encore les chiffres exacts, mais tous les chiffres, tout ce qui m'arrive comme information, me montre que ce sont seuls des hommes qui accèdent à la responsabilité au sein du Parlement, les vice-présidents, parce que les hommes, ils font des pressions terribles pour arriver à ces positions. La même chose pour les présidences de commission. C'est souvent les hommes qui monopolisent... La même chose pour les chefs de groupe. Vous avez entendu parler des chefs de groupe femmes? Il n'y en a pas une seule. Dans ce mandat-là, il n'y en a pas une seule, je le certifie, parce que si c'était le cas, on le saurait. Donc pour moi, les femmes, il faut qu'elles investissent tous ces champs-là, et que c'est très formateur. Et qu'avant d'intégrer un parti, elles fassent ce que ne font pas les jeunes hommes, souvent, qu'elles aillent se documenter. Ce parti, est-ce qu'il a ou n'a pas un projet de société? Ce parti, est-ce qu'il est autonome ou est-ce qu'il dépend d'une certaine région qui le manipule et qui tire les ficelles? Donc tout ça, c'est très important. Moi, je pense que les femmes ont réussi. On peut aussi voir les exemples de réussite à l'étranger. Moi, je vous dis, déjà, chez nous, on peut voir beaucoup de choses intéressantes, même si ce n'est pas encore arrivé au top. Mais on regarde, nous avons des chefs d'État, etc. Moi, je cite toujours cet exemple-là pour montrer que tout est dans notre subconscient, les représentations que l'on intériorise. En Nouvelle-Zélande, il y avait une femme présidente pendant 3 mandats parce que leur constitution le permettait. Après, elle n'était plus présidente et une fois, elle regardait la télé avec son petit-fils. Il voit
Monsieur le Président, et le petit-fils qui demande à sa grand-mère, « Grand-mère, est-ce que même les hommes peuvent être présidents ?»